À la une ce soir, malgré le protocole d'accord signé hier entre la CFTU et ses anciens sous-traitants, le réseau Mosaïque risque de ne pas reprendre demain comme annoncé. Les bus sont en maintenance et le transfert du personnel ne serait pas finalisé. Depuis le début de l'année, les saisies de drogue vont bon train. La semaine dernière, 1 tonne de cocaïne et de cannabis a été saisie chez nous et en Guadeloupe. Nous reviendrons sur les principales affaires en cours. Le CHU de Martinique est au bord de la faillite. 4 mois après son arrivée à la tête de l'établissement, Angèle Picmal, le nouveau directeur provisoire, nous expliquera sa feuille de route. Et puis 7 mois après le passage de l'ouragan Irma, nous irons à Saint-Martin. Malgré une saison touristique catastrophique, l'île et son économie se reconstruisent peu à peu. Notre envoyé spécial s'est rendu sur place, vous le verrez. Voilà pour les titres. Bonsoir, bienvenue dans votre édition. Le conflit à la CFTU n'est peut-être pas encore totalement terminé, je vous le disais. Certes, un protocole d'accord a été signé hier après-midi entre la direction et ses anciens sous-traitants. Pourtant, rien ne serait prêt, ni les bus, ni le transfert du personnel. Aujourd'hui encore, les usagers sont restés sur le bord de la route. Les explications de Jean-Marc Dabreu et Michelet François. Le dépôt de bus CFTU, libéré de toute entrave, mais les véhicules toujours immobilisés, bien rangés sur leur emplacement. La signature d'un protocole d'accord prévoyait pourtant la reprise du service dès aujourd'hui, mais ce lundi, les salariés restaient dans l'incertitude. On nous a rien encore dit et nous on n'a su que ça que par voie visuelle. Mais je peux rien vous dire pour l'instant parce qu'on ne sait pas encore. On ne vous a pas informé, vous avez appris hier à la télévision que vous allez reprendre le travail aujourd'hui. Exactement. D'accord. Mais là pour l'instant on est en attente, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Une centaine d'entre eux attendent toujours le transfert vers un nouvel employeur. On n'a encore rien signé. Alors on ne peut pas travailler sans signer quoi que ce soit. Alors on attend, on n'est pas en grève. Les contrats, ils sont là, ils sont prêts, mais il y a un problème qui se pose avec les entreprises sortantes. Donc ils ont leur congé payé à être soldé et les sortants ne disent pas encore dans quelles conditions ils vont régler ce problème-là. Voici donc les salariés dans une nouvelle impasse. Ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les congés. Donc aujourd'hui on est encore là, on est là toujours dans le même système où ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Donc on ne sait pas comment on va faire pour sortir de cette situation. Un nouveau point de blocage qui a laissé une journée de plus les usagers du bus Mosaïque sur le bord des routes. Je constate qu'il n'y a pas de bus pour aller à mon rendez-vous. Et j'avais besoin d'aller à ce rendez-vous-là et c'est pas possible. Je suis obligée de retourner sous le Vauclin, chez moi. Et les commerçants de Fort-de-France dans une nouvelle journée au chiffre d'affaires amoindri. Je n'ai pas de clients et voilà, et que bon, il n'y a pas de bus non plus pour descendre à Fort-de-France. Il faut payer un taxi. Voilà. Il n'y a pas de clients, la ville est morte, il n'y a personne. C'est une grande période pour la Martinique, pas seulement pour moi, pour tous les commerçants de Fort-de-France, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui sont fermés. Dans un communiqué officiel, la CFTU prévoit un retour à la normale progressive dès demain mardi, en attendant la remise en état de marche des véhicules. Ce lundi matin, aucune activité de maintenance était visible au sein de l'atelier. Revenons à présent sur cette série d'affaires liées au trafic de drogue. Depuis le début de l'année, les opérations de démantèlement se multiplient. Rien que la semaine dernière, 1 tonne de cocaïne et de cannabis a été saisie en Martinique et en Guadeloupe dans 5 affaires différentes. Les forces spéciales d'intervention sont sur le pont. On fait le point avec Jean-Marc Dabreu et Michelet François. 80 kilos de cocaïne interceptés après une course-poursuite sur le littoral martiniquais. Un homme interpellé sur cette plage de Chelcher dans la nuit du 21 au 22 avril. Dernier fait en date, après une série de 4 affaires liées au trafic de drogue sur le territoire des Antilles françaises en l'espace de 7 jours. En Martinique, saisie de cocaïne au diamant, saisie de cannabis sur la plage de Cap-Macré et au Marin. En tout, 898 kilos de stupéfiants et 5 enquêtes ouvertes par le parquet de Fort-de-France. À l'heure où je vous parle, nous avons déjà 29 personnes qui au total auront été mises en garde à vue dans le cadre de ces différents dossiers. Et parmi ces 29 personnes, il y en a déjà 23 quand même qui ont été présentées ici devant la juridiction de Fort-de-France. Des procédures distinctes. Pour l'heure, la justice ne fait aucun lien entre ces différentes affaires.
Ce sont 5 affaires qui se concentrent sur une semaine, mais qui ont des origines qui sont extrêmement variées. Vous avez dans un dossier une action judiciaire évidente menée en l'occurrence essentiellement par la gendarmerie nationale. Vous avez dans un autre dossier, en l'occurrence, une action des douanes qui a permis donc l'interception d'une quantité astronomique de cocaïne sur un porte-conteneur en Guadeloupe. Vous avez également l'action de l'État en mer, clairement, qui a permis 2 interceptions, l'une dans les eaux territoriales, l'autre dans les eaux internationales. Le fruit d'un travail de coordination entre les services de gendarmerie, de police et des forces de la Marine nationale. 1 tonne de stupéfiants, c'est déjà plus que l'ensemble des saisies réalisées en 2017. Elle s'élevait à 800 kilos. Vous le savez certainement, le CHU est en quasi-faillite. Le 3 janvier dernier, l'établissement a été placé sous tutelle de l'État. C'est une première en France. Et c'est dire si la situation est chaotique. Presque 100 millions d'euros par an de déficit structurel, des dettes aux fournisseurs qui s'accumulent. Le directeur général provisoire de l'établissement se nomme Angèle Picmal. Jusqu'ici, il ne s'était jamais exprimé publiquement. Il est avec nous. Bonsoir, Monsieur Picmal, et merci d'avoir choisi notre antenne pour vous exprimer. Tout d'abord, expliquez-nous dans quel état est-ce que vous avez trouvé le CHU en arrivant en janvier dernier? Écoutez, c'est peut-être un peu paradoxal, mais la situation du CHU de la Martinique est gravissime, notamment sur le plan financier. Vous venez de l'évoquer rapidement. Et puis on va y des revenir problèmes beaucoup plus loin. de délais de paiement qui mettent à mal incontestablement les fournisseurs. Et puis un investissement qui est quand même relativement limité, voire quand même relativement exsangue. Et au niveau de la structure, au niveau des services, qu'est-ce que vous avez trouvé Et c'est là qu'est effectivement le paradoxe. C'est que cet établissement, dans cette situation effectivement gravissime, dispose de compétences fortes, importantes, de la part de ses professionnels. Et ça, effectivement, il faut le dire. Et deuxièmement, dispose également de toute une série de personnes, quelles qu'elles soient, médecins, soignants, infirmiers, représentants syndicaux, etc., qui ont envie que l'établissement fonctionne différemment. Et la richesse aujourd'hui de l'établissement, à côté de cette situation gravissime sur le plan financier, il y a de la richesse, et la richesse, elle porte justement sur les personnes qui y travaillent et qui y sont employés. Et c'est là-dessus précisément qu'il va falloir s'appuyer. Et s'il y a une possibilité de se sortir de cette situation-là, c'est par là que ça va passer. Mais alors justement, à votre arrivée, les emplois ont été gelés. Ça représente combien de postes et puis lesquels surtout? Ça va représenter approximativement d'une année sur l'autre et en fonction de l'année, quelque chose qui peut tourner autour de 70-80 postes. Mais ce n'est pas ça uniquement. Pas ça uniquement. On est en train de regarder la totalité des effectifs, service par service. Il y a 5000 personnes au CHU, il faut le rappeler. Il y a au total, effectivement, 4900, tous services confondus. Donc, effectivement, progressivement, on va réduire, mais on ne fait pas que ça. On redéploie en même temps. Parce qu'il y a des services dans lesquels il y a incontestablement des sureffectifs, mais il y a des services dans lesquels il manque en même temps de potentiel de travail. Ça, justement, je rebondis sur ce que vous dites. Ça, c'est partie du projet médical. C'était annoncé déjà en juin 2017. Il y a justement des services de Mangovulsin. Je pense que c'est à ça que vous faites référence. Non, pas que ça. Non. Alors, je termine cette question-là qui peut-être amènera à la prochaine. Donc voilà, ces services devaient être mutualisés vers la Ménard. Ça a été repoussé en décembre 2017. Et puis depuis, plus de son, plus d'images. Où en est ce projet? C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, c'est qu'on avait dit il faut qu'il y ait transfert. D'accord, mais ça ne suffit pas. Il faut organiser le transfert. Il faut organiser le transfert avec les équipes médicales, non médicales. Il faut intégrer des activités chirurgicales dans le bloc du NPT. Il faut développer l'ambulatoire également, ce qui est extrêmement important et que l'on va faire très précisément sur le site de Mangovulsin. Donc il ne suffit pas il suffit pas de dire que les choses effectivement doivent se faire pour qu'elles se fassent. Bon, il faut rénover des services du tripode, d'accord, sur PZQ ici. Et nous avons appris au mois de janvier, par un rapport donc, de la sous-commission départementale sécurité incendie, que la situation sécurité incendie sur ce tripode-là était catastrophique. D'où la nécessité d'élaborer tout de suite
quasiment instantanément un plan qu'il va falloir mettre en œuvre, mais un plan qui retarde en même temps ces travaux de réaménagement dans les unités, puisqu'il faut qu'on y intègre la totalité de ces travaux sur la sécurité incendie. Donc, nous sommes en train de tout calibrer, les échéances effectivement se posent. Globalement, si vous voulez, même si le calendrier n'est pas précis, ces transferts auront lieu d'ici la fin de l'année, mais il a fallu régler en même temps cette question de sécurité incendie, parce que depuis des années et des années, rien n'avait été fait, comme sur Trinité d'ailleurs. Et sur le site du Lamantembourg. Il y a également des dizaines de lits qui avaient été fermés avant votre arrivée. Depuis, les patients s'accumulent dans les couloirs du CHU. Est-ce que vous allez en réouvrir également? Oui. Oui, très concrètement. Là, on a déjà réouvert un certain nombre de lits. Là, nous sommes en train d'étudier l'extension de l'unité de soins intensifs de cardiologie. Nous sommes en train d'étudier l'extension, les modalités d'extension, si vous voulez, parce que la décision elle est prise, il y aura extension. L'extension de l'unité de neurovasculaire également, donc sur la prise en charge en fait, de l'infarctus du myocarde d'un côté et de l'accident vasculaire cérébral de l'autre, parce qu'effectivement, on peut dire qu'on est allé un peu trop loin dans la compression du nombre de lits. En revanche, et ça c'est extrêmement important, nous travaillons sur le développement de la chirurgie ambulatoire, parce que ça c'est effectivement l'avenir, et le CHU a incontestablement pris quand même un peu de retard là-dessus, voire pas mal de retard, ce qui va permettre la contraction complémentaire de lits en chirurgie si nous développons la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire la chirurgie de 0 jour, quoi. Je rentre le matin et je sors le soir. Donc vous voyez, il y a tout cet assemblage qui est à reprendre là, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, il y a également un autre point noir très important, la pénurie régulière de matériel de base qui impacte très lourdement la prise en charge des patients. La dette aux fournisseurs, aujourd'hui, elle atteint 150 millions d'euros. J'aimerais, avant de vous entendre, qu'on écoute donc les propos d'Yvon Paquit, qui est le président du conseil de surveillance du CHUM. On regarde. La seule possibilité qui existe aujourd'hui, qu'ils sont en train d'examiner, c'est voir comment ils ne pourraient pas obtenir de la part des organismes sociaux un échelonnement de la dette sociale patronale. Pas de la dette sociale ouvrière, puisque là il faut payer, mais la dette sociale patronale, ils vont négocier, parce qu'on ne décide pas tout seul. Ils vont négocier avec les organismes sociaux un étalement, un rééchelonnement, n'est-ce pas, de cette dette patronale. Et ce qui est important, c'est comment l'échelonner dans le temps. Est-ce qu'on vous donne 6 mois pour le faire? Est-ce qu'on vous donne 1 an? Est-ce qu'on vous donne 4 ans? C'est surtout l'échelonnement qui compte. Mais ça ne suffira pas. Donc ici, on parle de geler la dette patronale pendant quelques mois. Est-ce la seule solution? Nous agissons à 2 niveaux. Nous n'avons pas pu obtenir des banques un emprunt de trésorerie, c'est-à-dire de l'emprunt court terme. Pourquoi ça? Oui. Parce que la situation financière est effectivement délicate. Donc les banques ne prêtent plus au CHU? Non, les banques prêtent pour de l'investissement, mais pas sur du court terme. Donc là, sur de l'investissement, on va pouvoir effectivement avoir quelques emprunts qui vont effectivement nous aider. Là, je parlais uniquement de la trésorerie. Donc, on va différer le paiement des charges patronales et de la taxe sur salaire à l'État, c'est-à-dire l'impôt que paye l'établissement, impôt entre guillemets, que paye l'établissement donc à l'État. Là, nous avons déjà informé les pouvoirs publics, on a déjà informé donc le ministère de la Santé donc de cette décision. Ça, à partir de maintenant. Et ça va nous permettre, en contrepartie, à peu près entre 8 et 9 millions, si vous voulez, d'euros par mois, donc de payer effectivement des fournisseurs. Mais en complément, nous avons demandé une aide de l'État, donc entre 40 et 50 millions en trésorerie pour justement, effectivement, contracter les délais de paiement d'à peu près 3-4 mois. Si on pouvait effectivement gagner ça, c'est-à-dire à peu près en 100-110 jours, si vous voulez, et faire redescendre le délai de paiement moyen de 340 à peu près à 200, 230, 240, 220, quoi, vous voyez, ça dépend. Là, effectivement, quand même, on donnerait un signe vis-à-vis des fournisseurs, et c'est ça qui est important, effectivement, pour nous aujourd'hui, parce que cette situation-là, elle n'est pas tenable. Et pour nous, c'est une priorité. Faire en sorte que les approvisionnements soient effectivement réguliers et que les professionnels dans les services ne se retrouvent pas, à un moment ou à un autre, démunis qui, par rapport à un produit pharmaceutique quelconque, qui, par rapport à un dispositif médical. Voilà. Alors, j'entends bien ce que vous dites et l'impasse dans laquelle se trouve le CHU. Seulement, geler ces charges patronales, ne serait-ce que quelques mois, c'est une bombe à retardement en réalité. Le problème ne serait que déplacé. Et l'aide de l'État, en complément, ne viendrait absolument pas éponger... Non, elle ne va pas éponger. Il ne faut pas s'attendre de toute façon à ce qu'on puisse effectivement éponger comme ça du jour au lendemain. Bien sûr. Il faut rentrer dans une trajectoire où progressivement
on va pouvoir effectivement, pas à pas, étape par étape, ça c'est absolument évident, mais trouver un certain nombre de solutions pour atténuer cela et progressivement le résorber. Mais du jour au lendemain, c'est totalement impossible. Cette situation est beaucoup trop enfoncée, elle est beaucoup trop profonde, elle est beaucoup trop chronique et ce n'est pas une pour qu'on puisse solution les trouver. viable, pardonnez-moi, le gel des dettes non, patronales. mais on connaît toute une série d'établissements qui ont fait ça. Ce n'est que pas ça ne va uniquement pas le cas du CHU de la Martinique et qui progressivement ont récupéré ça et comme le disait le président, si vous voulez, ont pu effectivement rembourser ça et se sortir progressivement de cela. Et parce que c'est ça le souci, la personne qui prendra votre place après le 30 juin possiblement, elle va se retrouver avec des dettes supplémentaires à force. Non, parce que si vous voulez, concrètement, si vous voulez, un emprunt de trésorerie aurait eu un coût, bien évidemment. Après, s'il y a un apport de l'État, comme nous l'avons demandé, et comme nous le souhaitons, et comme nous considérons effectivement qu'il devrait intervenir, si nous avons une aide de l'État, si vous voulez, de 40-50 millions, là, ça va apporter une bouffée d'oxygène qui est quand même extrêmement importante. C'est une bonne nouvelle. Ma toute dernière question, parce qu'on manque un peu de temps, est-ce que vous allez rester possiblement après le 30 juin, date à laquelle vous êtes censé repartir dans l'Hexagone ? Non, nous repartons effectivement au 30 juin. Il faut qu'il y ait derrière une nouvelle direction générale, ça c'est clair. Mais la piste sera de toute façon exactement la même. Et puis ce qui est très important, et c'est en ça effectivement que je reprends ce que j'évoquais sur la compétence et l'implication de toute une série de professionnels dans cet établissement, c'est qu'en changeant, comme on est en train de le faire, le système de management, le système de gouvernance de l'établissement, progressivement, on redonne, si vous voulez, un peu d'élan à certains, et progressivement, on pourra redonner du sens à cet établissement. Et le CHUM a besoin de retrouver du sens. Mais c'est possible, c'est faisable. Merci Angèle Picmal d'être venue nous voir ce soir. Et vous restez avec nous, on va maintenant partir du côté de Saint-Martin. 7 mois après le passage de l'ouragan dévastateur Irma, l'île pense toujours ses plaies. La saison touristique a totalement été gâchée. Pourtant, l'économie reprend doucement. Jean-Marc Dabreu s'est rendu sur place, regardez. Des plages quasi désertes, des transats vides. 7 mois après le passage de l'ouragan Irma, le constat est amer pour le propriétaire de cet hôtel, l'un des rares encore ouverts sur l'île. Il n'y a pas eu de saison cette année. Malheureusement, l'île était encore à nettoyer ses plaies et les touristes ont été rares. On en a eu quelques-uns quand même, des gens qui étaient courageux, curieux, fidèles à leur île qu'ils aiment depuis si longtemps. Mais à vrai dire, ils étaient en minorité. Sur les terrasses du centre-ville, 4 fois moins de couverts que d'habitude. Chaque jour, ce restaurateur compose avec le peu de clients pour faire frémir son chiffre d'affaires. Là, ça reprend un peu, les bateaux reviennent côté hollandais, donc le marché est rouvert. On a un petit peu un semblant de saison, mais c'est rien à voir avec d'habitude, les autres années, pas du tout. L'absence de touristes a des conséquences sur l'emploi. Au moins 3 établissements d'hébergement complètement détruits ont lancé des procédures de licenciement économique. D'autres ont pu occuper leurs salariés en attendant des jours meilleurs. On profite de faire toutes les formations qu'on n'aurait jamais pu faire si Irma n'était pas venu, parce qu'il y a une question de temps. Donc il y a des formations d'espagnol, d'anglais, de français comme langue étrangère, de bureautique. Nous, on réouvre le 1er octobre. Certains ont reporté jusqu'à 2019. Donc oui, il va y avoir des licenciements. C'est dommage. Petite bouffée d'oxygène en cette fin de saison touristique. Une poignée de vacanciers venus profiter du soleil de Saint-Martin. Au final, ils ne semblent pas déçus du voyage. On vient de Paris. On avait quelques appréhensions par rapport au fait qu'il y avait des ouragans qui étaient passés sur cette île. Mais on a vu de très belles plages, de très bons restaurants. Il y a quand même des maisons, il y a des restaurants, il y a des plages, enfin, tout se passe bien. Bon, ça a changé là, depuis l'année dernière, où effectivement le cyclone Irma est passé. Donc bon, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup. Alors vous l'aurez compris, la saison touristique 2017-2018 est complètement perdue à Saint-Martin. Mais il y a une autre saison qui est dans toutes les têtes, c'est la saison cyclonique. Celle-ci doit commencer le 1er juin et elle s'annonce déjà aussi dense que celle de l'année dernière. En Guadeloupe, cette fois, 1 an après sa fermeture, l'aquarium a réouvert ses portes au public. Les travaux de rénovation ont été en grande partie financés par la région Guadeloupe et par les fonds européens. C'est donc en grande pompe qu'Harry Chalus et ses élus ont visité la structure qui se veut beaucoup plus connectée. Karen Diamant. Une nouvelle mise en scène dans l'espace d'aquariologie, un parcours plus attractif.
30 ans après sa création, l'aquarium de Guadeloupe a fait peau neuve. Nous avons enlevé absolument tout ce qu'il y avait avant, du sol au plafond. Tous les aquariums ont disparu et on est parti donc du bâtiment qui existait et on a complètement réaménagé. Et on avait une centaine d'espèces à l'époque et on est un petit peu moins de 300 espèces aujourd'hui. Donc oui, on a beaucoup d'espèces nouvelles. Un projet auquel la région Guadeloupe a apporté une aide financière d'environ 646 000 €. Je pense qu'on l'a déjà dit depuis 2 ans qu'on en parle. Cela rentre dans notre programme d'économie bleue, économie verte, le développement touristique, des métiers de la mer. Aujourd'hui encore, c'est un exemple avec l'inauguration de l'aquarium. Les dossiers ont été montés par le service de fonds européens et par le service touristique de Mme Sonia Taille-Pierre. Je ne le connaissais pas avant d'arriver ici ce matin, les montants qui ont été alloués et je suis vraiment fier du travail qui se fait. Au total, la rénovation de l'aquarium se sera chiffrée à 2 870 000 € et aura permis d'offrir aux visiteurs une structure moderne, connectée et tournée vers les énergies renouvelables. Avant, on injectait dans le secteur la production électrique. Là, maintenant, on la consomme, la production d'électricité que nous avons sur le toit. Beaucoup d'isolation. Et puis un choix sur tous les équipements qui consomment moins. Vous avez vu qu'on a des puits de lumière, sur des pompes qui consomment moins avec des variateurs, sur des éclairages LED, etc. Je pense qu'on a diminué de 30 à 35% notre consommation électrique en fonction de ce qu'elle aurait été si nous n'avons rien fait. Avec ces nouveaux aménagements, l'aquarium de Guadeloupe espère accueillir entre 120 et 130 000 visiteurs. Il y a un peu plus d'1 an, le 20 mars, débutait une mobilisation populaire en Guyane contre l'insécurité qui ronge le territoire. Le conflit avait nécessité l'intervention des ministres de l'Intérieur et de l'Outre-mer. 1,85 milliard d'euros avaient été débloqués en urgence. 1 an après, le sentiment d'abandon est toujours bien présent, malgré quelques bons résultats affichés par le gouvernement en matière de lutte contre la délinquance. Regardez. Quartier aux Lisettes, dans la banlieue sud de Cayenne, les grands frères, visage de la mobilisation guyanaise d'avril 2017, réunissent maires et habitants au sujet de l'insécurité. Ils ont un peu de respect parce qu'ils ne vendent pas la banque devant ma porte. Mais c'est limité. Une population exaspérée par des trafics en tout genre, opérés en plein jour. J'ai de quoi. Les cambriolages, souvent violents, sont aussi monnaie courante. Et pour parer à toutes éventualités, certains se disent prêts à prendre les armes. On ne fait plus confiance aux hommes de loi, parce que lorsqu'on les appelle, ils ne sont jamais à la hauteur de venir. Lorsqu'ils arrivent, c'est en signe qu'ils sont sûrs que tout est terminé. Le sentiment d'insécurité reste fort en Guyane, malgré les chiffres annoncés par la préfecture en 2017. Baisse des homicides de 54%, baisse des cambriolages de 18%, renfort des forces de l'ordre avec 200 hommes supplémentaires dans l'effectif permanent. Suite à la mobilisation, en fait, c'est vrai qu'il y a eu une accalmie, mais après on va mettre ça sur le fait de la grève des barrages. L'activité au niveau de la délinquance a mine de rien repris. On a malheureusement déploré déjà un certain nombre de meurtres depuis le début de l'année, notamment ici à Olisette dans le quartier. On a déjà eu 3 ou 4, ne serait-ce qu'ici. Autre préoccupation guyanaise, le système de santé et le centre hospitalier André Rosemont, souvent décrié pour sa vétusté. La directrice générale nous présente les travaux en cours dans une partie de l'hôpital, un plan d'investissement de 40 millions d'euros. Mais c'est surtout important pour les patients qui sont accueillis dans les chambres. L'environnement dans lequel ils sont accueillis compte beaucoup et c'est normal qu'on leur offre des chambres dignes de ce nom pour leur hospitalisation. Mais c'est la qualité des soins qui est pointée du doigt. Ces 2 femmes ont perdu un de leurs proches suite à ce qu'elles considèrent comme une mauvaise prise en charge après un malaise neurologique. Elles ont décidé de porter plainte contre l'établissement. L'intervention a été quand même faite par un chirurgien orthopédique. À l'heure actuelle, on ne peut pas se rendre en toute confiance à l'hôpital de Cayenne. Bien souvent, nous sommes amenés à quitter le département pour aller chercher des soins dignes de ce nom. Un sentiment d'abandon qui nourrit l'action du collectif Trop Violence, l'une des composantes de la mobilisation. Les Guyanais nous sommes maltraités, malmenés par l'ARS, par la ministre de la Santé. Le personnel est en manque d'effectifs. Aujourd'hui, le personnel souffre et également les patients. 1 an après un mouvement social sans précédent, les attentes des Guyanais restent fortes. Certains pensent même que tout peut basculer de nouveau.
Restez avec nous dans un instant, nous irons à Paris pour un hommage au musicien disparu Marius Cultier. Le jazzman aurait eu 76 ans aujourd'hui. À cette occasion, nous rencontrerons sa famille. Et puis dans votre JT des communes, nous irons au Carbet, au chevet d'un agriculteur en proie à de grosses difficultés. Les caprices du temps ont ravagé ses plantations, vous le verrez. Aujourd'hui, je vous le disais, l'auteur, compositeur et musicien Marius Cultier aurait eu 76 ans. Il a révolutionné la musique martiniquaise dans les années 80 et serait pour certains le père du Big in Jazz. Les filles de l'artiste se battent aujourd'hui pour faire vivre la musique et la mémoire de leur père disparu. C'est un reportage de notre équipe de Paris. C'est au pied de l'Olympia à Paris que les deux filles du pianiste Marius Cultier, Lénie et Ayoul, ont choisi de se rencontrer pour se souvenir de leur père. Il y avait joué en 1975 aux côtés du célèbre jazzman camerounais Manu Dibango. Ils avaient chauffé l'Olympia, quoi. C'était la Caraïbe et l'Afrique qui chauffent l'Olympia, donc de la world music, et un succès immense. Donc beaucoup d'émotions pour moi aujourd'hui d'être là. Sa carrière, Marius Cultier la commence très jeune. C'est à l'hôtel L'Impératrice qu'il se produit pour la première fois à l'âge de 14 ans, avant de parcourir la Martinique puis la Caraïbe. Alors qu'à 20 ans, il compte déjà plusieurs disques à son actif, il remporte l'International Piano Contest à Puerto Rico. Il s'expatrie ensuite au Canada pendant 8 ans pour animer plusieurs émissions de musique à la radio et perfectionner ses techniques d'improvisation de jazz. Il y vit l'essentiel de sa carrière et rencontre les plus grands comme Miles Davis pour s'en inspirer. C'est à Paris qu'il joue au Palais des Congrès, à l'Olympia et à la Salle Gaveau, où il remporte le concours de la chanson d'outre-mer avec le morceau Concerto pour la fleur et l'oiseau, interprété par une certaine Jocelyne Berroard. Et si ou t'es qu'à bien remarqué, ou t'es qu'à ouais toute pétale moi qu'à tomber, là où bitiner au tchèque qui m'a obligé à attendre la prochaine rosée. Le percussionniste Bago eut l'occasion de jouer à ses côtés à Paris dans les années 70. Il se souvient. Regardez-moi l'élégance de l'homme. L'artiste. En veste. Ouais. MC. On disait, mettez Marius. Il disait, mettez un thermomètre. Il avait une veste rose un jour. Une veste rose, non mais c'était un playboy. Et sa musique était aussi raffinée. Il était là toujours pour faire le swing quoi, avec les gens. Il jouait la musique, bon parfois il ne faisait pas beaucoup de notes, mais il était tellement présent avec son style, tout ça, tout faisait, il n'y avait pas que le musicien. En fait. Pour moi, il n'y avait pas que le musicien, il y avait la musique, mais il y avait l'homme. Si la musique de Marius Cultier continue de vivre, c'est aussi grâce à l'association qu'ont fondé sa femme Gisèle et ses deux filles, Lénie et Ayoul. Je pense qu'il faille justement que notre nouvelle génération soit au courant qu'il y a eu un pianiste qui était quelqu'un de bien, qui aimait le jazz, qu'on sache qu'il y a eu un Martiniquais qui était un jazzman. Voilà. Cette nouvelle génération, Sarah l'incarne pleinement. Avec Lénie, ou seule en scène, elle réinterprète les morceaux de l'artiste pour créer sa propre musique. Au début, on reconnaissait le thème. Tu le reconnais? Et puis, après, ça partait là. Tu vois, là, c'est un mélange même de musique d'origine camerounaise, africaine. C'est-à-dire qu'on peut mélanger le jazz, la biguine, l'Afrique, tu vois. En fait, tout est possible. Pour faire vivre encore longtemps la musique de Marius Cultier, Sarah aimerait pouvoir mettre sur papier toutes ses compositions. De leur côté, Lénie et Ayoul se battront encore longtemps pour que leur père disparu en 1985 puisse inspirer encore et toujours les musiciens des futures générations.
Comme chaque lundi, retour sur un week-end de sport marqué par le bon début des champions en titre lors des finales des playoffs de basket. En volley, on connaît le nom des finalistes pour les playoffs également. Et puis en football, nous reviendrons sur le sacre du club franciscain, champion de la Caraïbe des clubs amateurs. Tour d'horizon avec José Lechertier et Caril Chassol. En volleyball, les finalistes des playoffs sont connus. Si chez les femmes, depuis samedi soir, on sait qu'elle opposera l'Espoir au Rayon, hier soir, la belle entre le RCA et le Rayon a tourné à l'avantage des Ansoises. Le RCA s'impose 3-7-2 et sera opposé le week-end prochain en finale à l'Espoir. En basket, les finales des playoffs ont déjà débuté et le moins que l'on puisse dire, c'est que les champions en titre ont pris une sérieuse option sur la victoire finale. Chez les femmes, la Gauloise mène 2-0 face au Golden Lion. Même cas de figure chez les hommes pour le Golden Lion qui mène également 2-0 face aux Wags. Troisième match de ces finales vendredi. En handball, on jouait ce week-end la 17e et avant-dernière journée du championnat de pré-national. Chez les femmes, victoire de l'Aiglon, de l'entente Esmond-des-As gauloise, de l'Arsenal et de l'UJ Redoute. Partage des points dans le choc USC Citron Réveil Sportif. Au classement, si les 4 formations qui disputeront la poule des As sont connues, c'est en bas de tableau qu'il y aura du suspense. Chez les hommes, la SC Ducos, le TS franciscain, l'Étoile de Gondo, l'USC Citron et Sainte-Anne Cap 110 se sont imposés. Comme chez les filles, les 4 formations qui disputeront la poule des As sont déjà connues, tout comme les relégués. En football, Woulo Bravo pour le club franciscain sacré en République dominicaine champion de la Caraïbe des clubs amateurs. En finale, les hommes de Dominique Jean ont battu les Surinamiens 2-0, une victoire qui leur ouvre la porte des barrages face au 4e du tournoi réservé aux professionnels. Et pendant ce temps, chez nous, on disputait la 22e journée du championnat de Régional 1. Le Golden Star, le New Star et la JS Eucalyptus se sont imposés, partagent des points dans les autres rencontres. Au classement, l'absence du club franciscain qui a 2 matchs en retard, le Golden Lion est leader devant Franciscain, Samaritain, Piloté du Sud et Clubiste. En bas de tableau, on retrouve le Golden Star, la JS Eucalyptus et le CES Caspilote. Chez les femmes, on jouait les demi-finales de la Coupe de Martinique. Le RC Saint-Joseph et l'Émulation disputeront la finale. Joséphine et Chelles-Chéroise ont battu respectivement le club franciscain 3-2 et l'US Lorinoise 4-2. En cyclisme, si hier la 2e étape du Grand Prix de la ville du Vauclin est revenue à Ruy-Lirozo du Madinina Bikeuse, c'est Mario Rocras de l'Arc-en-Ciel qui inscrit son nom au palmarès de la compétition. Le podium est complété par Edwin Becerra de la pédale pilotine et Eddy Michel Cadimart du Madinina Bikeuse. En athlétisme, les foulées péléennes sont revenues chez les hommes à Luc Lumon Désir de la mairie sportive. Chez les femmes, c'est Félix Fanja-Teino du Golden Star qui s'impose. Et il est temps de se rendre dans vos quartiers tout de suite, le JT des communes. Vous l'avez sans doute remarqué, depuis plusieurs jours, il pleut des cordes. Pourtant, nous sommes toujours en pleine saison du carême et les fortes chaleurs et ces dernières semaines, en revanche, ont eu des conséquences désastreuses sur les cultures. C'est le cas notamment au Carbet où Hubert Bornil et Valérie Vincent ont rencontré un maraîcher. Regardez. Je donne l'habitude de dire que la vie artiste difficile, mais la vie agriculteur, c'est pas une richesse montable, mais c'est qu'à pomper des autres ça, par côté mort de bœuf. Ces jours-là, ces choses-là qui ont attaqué la plantation tout bonnement. Pas regarder, petite loi qui est tombée dernièrement, ça n'a pas rien parce que M. Capon est obligé, ils ont près de 5 000 € de l'eau par l'année pour occuper des jardins là. Nous sommes à Morneau-Bœuf. Cette parcelle de 1 hectare est plantée en laitue, tomates et autres produits maraîchers. C'est la propriété de M. Guy Capron, l'un des planteurs les plus connus de la région Nord-Caraïbe. Moi, depuis à 10 ans, je 74 ans. Tout pourrait aller au mieux pour ce septuagénaire si ce n'étaient les conditions météorologiques de ce mois d'avril. Moi, je vais déplacer de l'eau là, je vais mettre là, puis je vais comme je vais traiter. Je vais cercler le bon matin, alors je vais mettre de l'eau là pour... Ouais. Les dernières pluies ont certes rafraîchi les cultures, mais le carême est bel et bien présent et il se fait sentir pour ces agriculteurs contraints de recourir à l'arrosage permanent. On est encore 2 mois, 3 mois soleil. Si la pierre vient tomber, comme il va. Parce que ça sent la pluie qui tombe là. Mais ce soleil là, il y a un bon point. C'est de l'eau que je vais mettre en l'été pour planter les tiers, craser à la roue et puis je planter les tiers, là.
La côte Caraïbe, une zone très exposée où les pluies sont assez rares, une réalité que connaissent tous les exploitants du Nord. L'avantage, c'est que la plupart de ces terres ont été épargnées de la pollution au chlordécone. En revanche, en période de carême, plus de la moitié des revenus est consacrée à la facture d'eau potable. Plus de 5 000 € de facture d'eau à l'année. Voici la difficile réalité de ces petits planteurs privés d'aide compensatoire. Voilà qui peut en partie expliquer le désintérêt affiché par les jeunes pour cette profession pourtant noble. Pas facile le métier d'agriculteur, on l'a vu. En tout cas, ce ne sont pas des gens qui désespèrent. En ce moment, M. Capron pense déjà à la préparation d'une nouvelle parcelle pour le mois de mai. Avant de refermer ce journal, cette information pratique, si vous souhaitez faire un don de sang, notez que demain, le camion de l'EFS sera présent sur le parking du centre commercial La Batelière à Schellcher. Ce sera de 9h à 14h. Et puis le reste du temps, vous pouvez également vous rendre à la maison du don à l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann de 8h à 16h. Et voilà, c'est la fin de votre édition. On se retrouve dans un court instant pour Rendre chez PIA. A tout de suite.